Bonjour à tous et bienvenue sur la présentation de la nouvelle plateforme d'encodage du cadastre de l'emploi du secteur du handicap uniquement. Je suis Magali Mabi, responsable du financement des services d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement pour personnes handicapées au sein de la direction des finances de la VIC. C'est moi qui vais vous présenter aujourd'hui le cadastre. Pendant la présentation, vous avez accès au chat. N'hésitez pas à déjà poser vos questions. J'ai des collègues derrière qui seront capables de vous répondre peut-être à certaines questions en direct. Et en fin de présentation, il y aura également une session questions-réponses où vous aurez l'occasion de poser vos questions par chat et j'y répondrai oralement. La présentation est enregistrée, donc vous aurez, une fois que la présentation sera terminée, vous aurez le lien, on vous communiquera un lien pour pouvoir revoir la présentation et donc vous aurez le loisir d'aller voir les parties qui vous concernent peut-être un peu plus ou pour lesquelles j'aurais été trop vite ou pas, peut-être vous n'aurez pas eu le temps de prendre des notes. Donc, pas de panique, c'est enregistré. Je vais commencer par vous expliquer les raisons pour lesquelles on a dû passer par une nouvelle application. Vous connaissez l'ancienne, vous l'utilisez pour certains depuis de nombreuses années. Moi, ça fait presque 10 ans que j'étais en charge de l'ancienne application. Elle a connu pas mal de modifications, petites ou plus grandes, qui au fur et à mesure des années et des réformes de financement, en fait, ont eu un peu raison d'elle. Donc, elle était déjà pas hyper pratique au niveau ergonomie, rapidité. On connaissait pas mal de problèmes au niveau des déconnexions fréquentes. Voilà. La dernière réforme en date, c'est-à-dire la réforme APE, nous a un peu obligés à changer notre façon de fonctionner au niveau du calcul de l'ancienneté. Je vais vous expliquer tout ça après. Mais cette raison-là, les raisons d'ergonomie, les problèmes récurrents qu'on observait depuis plusieurs années au niveau des rapports qui étaient mis à votre disposition, nous ont un peu nous ont un peu obligés à revoir notre fonctionnement. De plus, au niveau du secteur de la santé, il y a une application qui existe depuis, je pense que ça fait maintenant deux ou 3 ans. Et donc, en termes d'uniformité au sein de la VIC, il était temps qu'on puisse rejoindre le secteur de la santé au niveau de la plateforme. Donc, pour ceux qui ont qui sont à la fois sur le secteur de la santé, sur le secteur du handicap, vous verrez qu'il y a des similitudes entre les deux cadastres, mais ce sont bien toujours des cadastres différents. Et donc, vous devrez, si vous avez des services en santé et en handicap, vous devrez compléter les deux cadastres. Nous sommes désolés, mais comme nous n'avons pas tout à fait les mêmes finalités sur les deux branches, on était quand même obligé d'avoir malgré tout des plateformes différentes. La nouvelle plateforme, elle fonctionne, elle a été construite sur Plasma. Je vais vous indiquer tout d'abord comment vous connecter à la plateforme. Quand vous vous rendez sur le site de la VIC, donc www.vic.be, vous avez ici un accès professionnel. Dans l'accès professionnel, le deuxième lien vous permet d'accéder à la plateforme Plasma. Donc, une fois que vous arrivez sur cette plateforme Plasma, en fait, vous devez vous connecter via votre carte d'identité ou via It's Me. Alors, a priori, je pense que tous vos services, toutes les personnes, tous les services ont déjà un accès à Plasma, puisque avec le Covid, il y a eu des formulaires à compléter via Plasma pour à peu près tous les services. Si ce n'est pas le cas, pas de panique. Je ne vous explique pas aujourd'hui comment faire une demande pour avoir accès à Plasma, mais il y a un mode d'emploi, un guide utilisateur qui est en cours d'élaboration et quasiment finalisé, qui sera diffusé à l'issue de la réunion, donc dans le courant de la semaine prochaine. Et ce guide d'utilisateur reprend clairement comment faire une demande d'accès à Plasma. Il reprendra, le guide utilisateur reprend d'autres choses, mais donc je passe la demande d'accès à Plasma et je vous montre directement comment accéder au formulaire donc, du cadastre de l'emploi. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous vous connectez via It's Me, ou alors vous vous connectez via votre carte d'identité. Moi, ici, je vais passer par ma carte d'identité. Donc, en espérant que ça fonctionne. J'ai testé ce matin, ça fonctionnait.
semble plus lent que tout à l'heure. J'espère que ça fonctionnera. Voilà, donc ici, j'ai même pas eu besoin, vu que je me suis connectée tout à l'heure, il m'a pas demandé ma connexion, ma carte d'identité, il m'a directement redirigé vers le portail Plasma. Donc, une fois que vous êtes sur le portail, la première chose à faire, que vous ne devrez faire qu'une fois, c'est demander l'accès à une application. Donc, en fait, le Plasma fonctionne par application. On a une application qui s'appelle Formulaire, et derrière les formulaires, il y a toute une série de formulaires différents. Donc, vous devez commencer par cliquer, donc je l'ai fait peut-être un peu vite, sur demande d'accès à une application qui se trouve dans le menu de gauche. Là, vous êtes un utilisateur de l'application. Alors, vous souhaitez utiliser l'application Formulaire Avic. Donc, vous souhaitez accéder à cette application en tant qu'accès simple. Et cette application, et vous souhaitez le formulaire cadastre de l'emploi non marchand handicap. Donc attention, parce que il existe plusieurs formulaires et il existe notamment cadastre de l'emploi non marchand, mais ce n'est pas le nôtre. Nous, c'est bien cadastre de l'emploi non marchand handicap. Donc une fois que vous cliquez sur ce formulaire, vous pouvez choisir alors l'entité d'évaluation pour laquelle vous allez encoder. L'entité d'évaluation qui vous a été, le numéro d'entité d'évaluation vous a été assigné dans le cadre de la construction des contrats d'objectifs. Donc normalement, vous connaissez tous votre entité d'évaluation et donc il vous suffit en fait de chercher dans la liste le numéro d'entité d'évaluation. Si vous ne le connaissez pas, retournez vers vos correspondants au niveau de la VIC pour les connaître. Alors ici, je vais en sélectionner un au hasard, mais je n'irai pas jusqu'au bout de la procédure, puisque moi j'ai déjà accès. Voilà, donc on vous dit du coup, on fait un récapitulatif de votre demande, on vous demande d'insérer votre adresse email et d'envoyer votre demande. Une fois que c'est fait, nous, on reçoit votre demande et donc on peut la valider. Alors évidemment, on ne vous connaît pas tous, donc on va a priori valider automatiquement toutes les demandes, d'autant plus qu'ici, il y a un bon nombre de demandes qui vont nous arriver d'un coup. Donc, on ne pourra pas, on va valider automatiquement. Si, quand vous arrivez ensuite sur donc une fois que ça, ce sera fait, vous allez arriver sur vous pourrez sélectionner ici formulaire AVIC et vous verrez cadastre de l'emploi CENM ici dans la partie handicap. Il vous suffira donc de cliquer sur le lien pour accéder au formulaire. Si, quand vous arrivez sur le formulaire, vous vous rendez compte que, je vais attendre qu'il ait fini de charger, vous vous rendez compte que les numéros d'agrément qui sont repris ici ne correspondent pas aux numéros d'agrément que vous avez, que vous gérez habituellement, au service que vous gérez habituellement, revenez vers nous pour qu'on puisse vous supprimer l'accès, c'est que vous avez fait une demande pour une mauvaise entité d'évaluation. Donc, soyez quand même bien attentifs à ça. Alors ici, dans le cadre de cette présentation, je vais faire un test sur base de l'année 2021. Quand vous devrez encoder votre cadastre de l'emploi, c'est bien l'année 2022 qui sera indiquée ici. Alors, vous avez, le cadastre se présente en différents onglets. Donc, vous avez un onglet avec les coordonnées, on va tous les passer en revue, avec les coordonnées de l'entreprise, un onglet qui concerne les travailleurs, un onglet pour les médecins, un onglet pour les autres prestataires, et enfin un dernier onglet qui est la déclaration sur l'honneur. Alors, au niveau de l'utilisation de l'application, vous allez voir que par rapport à la façon dont fonctionnait l'ancien cadastre, il y a une grosse différence, c'est-à-dire que maintenant, vous ne complétez plus qu'un seul cadastre par entité d'évaluation. C'est bien pour ça qu'on vous donne accès par entité d'évaluation et pas par service. Et donc, du coup, on disposera toujours de l'information par service, parce que pour certains, on va avoir besoin de l'information, pour certaines subventions, on va avoir besoin de l'information par service. Donc, le découpage se fera toujours, mais ce sera plus loin. Je vais vous expliquer tout ça.
Et donc, on commence par les coordonnées de l'entreprise. On a besoin de connaître votre régime de travail. A priori, pour tout le monde, on est sur un 38 heures semaine. Certains services pratiquent peut-être autrement. C'est une demande qui est faite au niveau du cadastre en santé également. Donc, on garde, on est étant parti du même type de formulaire au départ, on a gardé leur même façon de fonctionner. Donc, existe-t-il un plan de formation? Oui ou non? Normalement, je pense que pour tous vos services, c'est une obligation. Auparavant, vous deviez renseigner dans une petite case ici au-dessus les heures de formation. Eh bien, si vous répondez oui, vous devez les mettre ici. Au lieu de les mettre là-bas au-dessus. Mais donc, vous devez continuer à renseigner les heures de formation sur l'année. Ce qu'on entend par heures de formation, ce sont bien les heures de formation continuée, formation organisée par votre service à l'attention de vos travailleurs. Donc, on ne parle pas ici des congés de formation que vos travailleurs peuvent prendre dans le cadre privé pour entreprendre des études supplémentaires qui leur donnera accès à un autre diplôme. On est bien sur les formations organisées par votre service. Alors, on demande les coordonnées de la personne légalement autorisée à engager dans l'entreprise. Et donc, là, ce sera les coordonnées du directeur la plupart du temps ou du coordinateur dans certains cas. Donc, je vais ici encoder mes informations. Là. Il y a un numéro de téléphone qui est obligatoire, mais ça peut être un numéro de fixe ou un numéro de GSM sans aucun problème. Voilà. Alors ensuite, on demande les coordonnées d'une personne de contact. La personne de contact, en fait, c'est la personne qui aura, a priori, rempli le formulaire. Ça peut être la même personne que la personne qui est légalement autorisée à engager dans l'entreprise. Et donc, du coup, dans ce cas-là, il suffit de cliquer sur le oui pour dire c'est la même personne, donc vous ne devez pas réencoder les données deux fois. Ou alors, si ce n'est pas le cas et que c'est une personne différente, vous cliquez sur non et vous encodez, du coup, les données de la personne de contact. La personne de contact, c'est la personne que nous appellerons en cas de questions ou de problèmes avec le cadastre de l'emploi. Donc, c'est quand même fort important de ne pas mettre n'importe qui et de vraiment mettre la personne qui va utiliser le cadastre de l'emploi. Alors ensuite, nous avons les données relatives aux agréments qui apparaissent ici. Donc ici, en fait, ce sont tous les matricules. Vous devez renseigner tous les matricules pour lesquels vous allez encoder des données. Donc, a priori, vous allez retrouver ici tous les matricules que vous retrouvez ici dans les numéros d'agrément. Donc, pour le test ici, la démonstration, j'en ai encodé 2. Alors, on ne demande évidemment pas que le numéro de matricule, mais on demande également d'autres informations qui nous serviront plus tard à répartir le reste des informations que nous récoltons. Par exemple, la grande nouveauté cette année, c'est qu'il n'existe plus de points APE. Vous le savez sans doute tous et mieux que moi. Mais donc, on a travaillé avec les fédérations patronales du secteur à une autre façon de prendre en considération l'enveloppe APE que les services reçoivent dans le cadre de leur fonctionnement et pour que ça continue à ne pas interférer dans nos subsides, puisque comme vous le savez, le cadastre de l'emploi sert aussi à calculer l'ancienneté et qu'auparavant, les travailleurs qui étaient APE ne rentraient pas totalement, leur ancienneté n'était pas totalement prise en compte. Un travailleur qui avait un point APE, eh bien, on ne prenait en compte que 91% de son ancienneté. Et donc, pour pouvoir rester dans le même ordre, dans la même façon de fonctionner, nous sommes arrivés avec les fédérations à un consensus au niveau de la façon de fonctionner, se disant que, au fond, auparavant, on reprenait l'ancienneté qui n'était pas couverte par la subvention APE, puisque s'il y avait un point, on prenait quand même 90% de l'ancienneté. S'il y avait 12 points, on ne reprenait pas du tout l'ancienneté. Et donc, quelque part, l'ancienneté qu'on pouvait prendre dépendait du nombre de points du travailleur, enfin, octroyé au travailleur. Et donc, ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on s'est dit, quelque part, il n'y a plus maintenant
de points, mais vous avez une enveloppe APE que vous devez justifier par des travailleurs qui sont donc renseignés en tant que travailleurs APE au niveau du Forum. Et donc ces travailleurs ont forcément des charges salariales qui sont, enfin qui sont en lien direct avec eux et avec les tâches qu'ils renseignent. Et ce sont ces charges, quelque part, qui vont être couvertes par l'enveloppe. Sauf qu'on sait aussi que l'enveloppe APE n'est pas suffisante pour couvrir la totalité des charges des travailleurs qui sont déclarés APE. Et donc, on s'est dit qu'on allait reproduire finalement le même principe de pourcentage, mais à l'échelle générale et à l'échelle du service. C'est-à-dire que on vous demande en fait ici de renseigner dans l'enveloppe APE à laquelle votre service a droit. Donc ici marqué 60 300 €. Ce sont des chiffres qui sont complètement au hasard. Mais admettons que votre service a une enveloppe APE de 60 300 €, et que les charges de personnel des travailleurs déclarés APE au niveau du Forum sont à peu près de 65 749 €. Donc là, ça signifie qu'une partie que l'enveloppe ne couvre pas la totalité des charges et donc qu'une partie des charges vont pouvoir être reprises dans le cadre du calcul de l'ancienneté moyenne des services. Donc l'application détermine elle-même le pourcentage qui doit être pris en considération. Vous le verrez plus tard, je vous montrerai comment vous pouvez vérifier ce pourcentage. Mais donc voilà, il vous suffit maintenant donc de mettre votre enveloppe APE et les charges de tous les travailleurs APE, et le reste, c'est l'application qui s'en charge directement. Alors, comme c'était déjà le cas depuis plusieurs années, on vous demande toujours le pourcentage belge. Donc le pourcentage belge, pour tout ce qui est service d'accompagnement, service d'aide en milieu de vie de manière générale, les SAFAE, ce n'est pas une donnée qui est très importante. Par contre, pour tout ce qui est secteur agréé subventionné, donc qui avait l'habitude de travailler avec moi, c'est-à-dire tout ce qui est SRA, SRNA, donc tous les matricules MH ainsi que les matricules SAN, cette information est très importante puisqu'elle va permettre de déterminer le pourcentage de subvention qu'on doit vous octroyer dans le cadre des accords non marchands, puisque les accords non marchands de 2018-2020, je le précise, ne sont pas dans le cadre des accords, les agréments gigognes ne sont pas repris pour ceux-là, donc les 2018-2020. Donc, nous avons besoin de ce pourcentage belge pour la suite des calculs. Donc, soyez vraiment attentifs à ces pourcentages que vous renseignez. Et alors, la dernière information qu'on demande par service, c'est s'il y a des heures inconfortables prestées dans le service. Donc, puisque, étant donné que vous allez compléter, vous le verrez après, vous allez compléter une seule fois les données par travailleur, nous avons besoin de savoir comment les répartir au sein des différents services pour lesquels vous encodez. Et donc, si vous encodez des heures, si le travailleur preste peut-être à mi-temps dans un SRA et à mi-temps dans un SAJA, eh bien, pour le SRA, il aura forcément des heures inconfortables, que dans le SAJA, ce n'est pas forcément vrai, puisque les SAJA, habituellement, ne prestent pas d'heures inconfortables. Donc, du coup, en cas de SAJA, vous devez répondre non, s'il n'y a pas d'heures inconfortables prestées. Si c'est un SRA, un SRNA ou n'importe quel autre service qui preste des heures inconfortables, dans ce cas-là, vous indiquez oui, et puis vous cliquez sur le bouton « Ajouter ». Vous voyez qu'en dessous, il y a un tableau qui apparaît et l'information que je viens d'encoder se trouve ici dans le tableau. Et si vous encodez d'autres services, ça viendra se mettre à jour au fur et à mesure. Alors, petite information importante, si vous avez plusieurs services à encoder, comme c'est mon cas ici, c'est que par défaut, une fois que vous encodez quelqu'un, vous encodez un service, et plus tard un travailleur, et plus tard un autre prestataire, on le verra par après, c'est toujours le même fonctionnement. Le travailleur est sélectionné automatiquement. Donc, pour pouvoir encoder un autre travailleur, vous devez d'abord cliquer sur « Désélectionner ». Là, le travailleur n'est plus sélectionné puisque sa ligne n'est plus prise. Il n'y a plus aucune information dans l'encadré relatif aux données demandées. Et donc, on peut se permettre d'encoder un autre service.
Alors ici, j'encode exactement les mêmes données au niveau de l'enveloppe APE parce que vous avez deux possibilités en fait qui vous sont laissées. Soit vous décidez d'encoder, de répartir l'enveloppe APE que vous avez au global pour votre entreprise. Vous décidez de la répartir par agrément et donc du coup d'avoir des pourcentages de prise en compte de l'APE qui sera différent en fonction de vos agréments, soit vous décidez de remettre d'avoir la même répartition pour la totalité de vos agréments et donc vous remettrez exactement les mêmes infos. C'est vraiment à vous de voir en fonction de vos réalités. Je sais par exemple que dans certains services qui ont à la fois des services agréés subventionnés et des services partiellement subventionnés, donc des SAN, vous avez vous avez décidé de mettre la totalité ou la quasi-totalité de vos emplois APE sur votre SAN puisque c'était le service le moins financé. Et donc, du coup, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, suite à la réforme, on vous oblige à ce que ce soit une répartition 50-50 si, dans les faits, vos travailleurs APE sont réellement tous identifiés sur le SAN. Donc, c'est pour cette raison qu'on vous a laissé la possibilité de remplir l'information par matricule d'agrément et pas au global de votre entité d'évaluation. Donc, ici, vous avez vu, j'ai essayé d'ajouter, mais je n'avais pas indiqué s'il y avait des heures inconfortables prestées par le service que j'étais en train d'encoder, donc ça n'a pas fonctionné. Maintenant, je clique que non, puisque c'est un SAC et que les SAC, a priori, ne font pas d'heures inconfortables. De toute façon, ne sont plus financés pour. Donc, je mets non et j'encode. Et vous voyez de nouveau, cette ligne, la dernière que j'ai encodée, est sélectionnée. Donc, si je voulais encoder une troisième ligne, il faudrait que je clique à nouveau sur désélectionner pour revenir à l'écran général. Donc voilà, pour le premier écran, on en a fini. Donc ce sont les coordonnées de l'entreprise. À chaque fois que vous changez vous avez la possibilité d'enregistrer automatiquement, enfin à chaque fois que vous le souhaitez. Si vous changez d'onglet, la sauvegarde est automatique. Donc toutes les données que j'ai renseignées ici sont restées et se sont enregistrées au moment où j'ai changé d'onglet. Et au niveau des tableaux, l'enregistrement est automatique quand on ajoute la personne ou l'information dans le tableau. Donc le tableau n'est pas du tout en lien, enfin le bouton enregistrer ne permet pas d'enregistrer les données du tableau. Dès qu'on clique sur le bouton ajouter, les données du tableau sont faites. Bon, on passe maintenant ici à l'onglet travailleurs. L'onglet travailleurs qui sera l'onglet dans lequel vous passerez le plus de temps pour compléter, puisque c'est l'onglet qui va vraiment reprendre la liste complète des travailleurs que vous avez. Alors, on vous donne la possibilité d'importer en Excel les données. Il y a un template qui existe et que vous devrez utiliser pour pouvoir le faire. Pour l'instant, il n'est pas... Je pense qu'il est quasiment finalisé à 100%. De toute façon, il vous sera transmis en même temps que toutes les autres données auxquelles vous avez besoin pour vous connecter. Alors, donc je vous montrerai l'import Excel, mais je préfère d'abord passer en revue avec vous toutes les informations séparément. Donc, on a découpé les données en plusieurs parties, les données du travailleur. D'abord, les données qui sont vraiment relatives au travailleur. Donc, ici, je vais de nouveau m'encoder comme travailleuse du service. Voilà, et donc toujours le même principe, on ajoute le travailleur. Pour l'instant, donc c'est moi qui suis sélectionné ici et je me retrouve donc dans le tableau en dessous. Au final, vous allez avoir un tableau qui sera beaucoup plus grand que ça puisque tous vos travailleurs vont se situer ici avec le minimum d'infos qui les concerne, juste date de naissance, numéro de liste, niveau d'études. On ne demande pas grand-chose dans le premier tableau. Ça revenait auparavant à la partie gestion des tiers du PO. Ce sont les mêmes infos. Alors ensuite, on passe à la fonction du travailleur. La fonction du travailleur, c'est donc tout ce qui est en lien avec la fonction qu'il fait au sein de votre service. Pour l'instant, vous voyez qu'on n'a toujours pas inséré la partie liée aux matricules et aux agréments sur lesquels on
vous allez travailler. Donc, on est donc sur la fonction, la nature du contrat. On a le contrat Covid, il reste encore quelques résidus du Covid au niveau des contrats suite aux différentes immunisations qui ont eu lieu. Donc, celui-là finira par disparaître quand il devra disparaître. On a la nature de contrat déterminé, indéterminé ou remplacement. Alors, on a la fonction. Ici, vous avez donc toutes les fonctions de la commission paritaire 319-02 qui ont été reprises. Les fonctions ne sont plus tout à fait les mêmes au niveau de l'écriture et de la façon de les écrire que ce que vous connaissiez auparavant dans le cadastre, parce qu'on a souhaité mettre une seule fonction par fonction. Auparavant, parfois, on écrivait éducateur classe 2 avec un accent, parfois sans accent. On a fait en sorte qu'il n'y ait plus qu'une seule façon de l'écrire. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc commencer à chercher en tapant votre choix et en sélectionnant, donc en cliquant sur Enter. Si vous souhaitez le faire à la main, vous cliquez sur Enter. Vous pouvez choisir la fonction de votre choix. Vous cliquez sur Enter pour la valider. Donc, ça vous permet de le faire, si vous le faites manuellement, vous encodez manuellement, ça vous permet de travailler uniquement au clavier. Vous utilisez la tabulation pour passer d'un endroit, d'un champ à compléter à un autre. Et pour sélectionner quand il y a des listes déroulantes, vous cliquez simplement sur Enter et vous avez la liste déroulante qui apparaît. Alors, un petit point sur les fonctions, parce que tout en bas, au niveau de la lettre S, vous avez des fonctions spécifiques qui sont déterminées et qui ne sont octroyées que pour certains services SAC. C'est une spécificité de leur réglementation. Et donc, du coup, quand ces services-là sont agréés, dans leur agrément, ils ont directement l'autorisation d'engager un AESS en arts plastiques ou un bachelier en relations publiques. Ce sont des dérogations auxquelles ils ont eu droit. Et donc, bien évidemment, il n'y a que pour ces services-là que vous avez le droit d'utiliser ces fonctions-là. Donc, s'il y a d'autres fonctions qui viennent s'ajouter au fil du temps, c'est tout à fait possible, la réglementation l'autorise, eh bien, la liste va continuer à grandir, mais il n'y a évidemment que le SAC 003 qui a le droit de prendre, de choisir cette fonction. On y sera évidemment attentif. Alors, la date de début du contrat, contrairement à ce qui a toujours été fait jusqu'à maintenant, c'est la date de début du contrat. Donc, ce n'est pas la date du début du contrat, l'année où on encode. Donc, si le contrat du travailleur a commencé en 2015, eh bien, la date du début du contrat, c'est peut-être le 1er janvier 2015. Vous pouvez indiquer tout à fait ça. S'il n'y a pas de date de fin, que le travailleur est toujours présent, vous ne devez pas encoder de date de fin. Vous n'êtes pas obligé. Ce n'est pas une donnée obligatoire. Si vous souhaitez le faire, si vous connaissez déjà la date de fin du contrat, qu'on est dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, aucun problème, vous pouvez l'encoder. Si vous souhaitez faire comme auparavant et encoder 31 décembre 2100, comme c'était le cas auparavant, vous pouvez, mais ça n'a plus d'intérêt, puisque si le champ est vide, on comprendra que le travailleur est toujours présent. Alors, prime de compensation pour un handicap, on va rajouter ici une petite infobulle pour vous expliquer ce qu'on entend derrière. On n'a pas encore eu le temps de le faire, mais en gros, c'est si votre travailleur bénéficie d'une prime à l'intégration ou d'une prime de compensation suite à un handicap qui a été reconnu par la VIC. Donc, normalement, vous recevez une décision de l'aide individuelle qui vous informe du pourcentage de compensation que la VIC vous octroie. C'est ce pourcentage que nous attendons ici dans la case. Donc, pour la plupart d'entre vous, on sera sur un pourcentage de 0. Pour certains, on sera sur un pourcentage plus élevé. C'est donc le pourcentage, que ce soit prime de compensation ou prime à l'intégration, c'est le pourcentage que nous attendons. Alors, au niveau de l'ancienneté, il y a un léger changement par rapport à ce qui était fait avant. C'est comme on est sur un formulaire statique avec des données qui seront reportées d'une année à l'autre. On ne vous demande plus, on continue à calculer automatiquement l'ancienneté, mais plus de la même façon. Donc, on va vous demander ici le mois de passage à l'ancienneté supérieure, le mois anniversaire de l'ancienneté, on vous le demandait déjà dans l'ancien cadastre, mais au niveau de l'année, comme c'est indiqué dans l'infobulle, ce qu'on attend comme information, c'est en quelle année le travailleur avait-il 0 année d'ancienneté. Et donc, du coup, admettons que le contrat ait commencé au 1er janvier 2015 et que ce soit un
nouveau travailleur dans l'entreprise. Du coup, son année de début d'ancienneté 0, c'est 2015. Donc, vous encodez 2015. Maintenant, ben, vous pouvez tout à fait engager des travailleurs pour lesquels vous reconnaissez déjà de l'ancienneté, puisqu'ils ont pu vous prouver par les documents qu'ils vous ont remis qu'ils avaient une ancienneté reconnue pour le secteur et tout à fait justifiable au niveau de l'ancienneté moyenne du service. Donc, dans ces cas-là, il est tout à fait possible que la date d'ancienneté 0, l'année d'ancienneté 0, soit inférieure à la date de début du contrat. Ce n'est pas un problème. Et c'est même, ça va arriver dans pas mal de cas, j'imagine, puisque les travailleurs changent de service et que leur ancienneté est reconnue. Donc, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait autorisé en ce qui nous concerne. Alors, le régime horaire, ici, on est bien sur un régime horaire qu'on demande en format horaire, c'est-à-dire en heures minutes. Et donc, le travailleur qui est à 38 heures semaine, ben, c'est simplement 38 heures. Vous pouvez écrire 38.00. Ah non, le format se met pas tout seul, je pense. Mais non. Vous devez donc écrire 38.00 et alors le format se met automatiquement. Maintenant, ça veut dire que le travailleur qui est là à 4/5e, il est là 30h24. Donc, vous devez encoder 30h24 et pas 30h40 comme vous auriez pu le faire auparavant. Cette information est très importante pour nous parce qu'elle va nous permettre de déterminer les ETP maximales pour le calcul de la RCTT et des subventions auxquelles vous pouvez prétendre dans le cadre de la RCDT. Donc la RCDT, pour rappel, et ça ne concerne que les services agréés subventionnés, comment c'est le remplacement, enfin je ne sais plus, RCDT, durée du travail, mais donc c'est réduction structurelle de la durée du travail. Donc c'est les nouveaux accords non marchands 2021-2024. Donc ce régime horaire est très important pour nous et vous devez marquer le régime horaire hors RCDT. Donc si votre travailleur il a 38 heures, qu'il a 60 ans et que donc il n'en reste plus que 32, vous nous indiquez quand même 38 heures parce qu'il est en régime horaire à temps plein, donc 38 heures, même s'il bénéficie d'une diminution de son horaire. Ensuite, donc, nous passons aux heures inconfortables. Donc, les heures inconfortables, ce sont les heures inconfortables comme auparavant qui sont prestées par vos travailleurs durant l'année. Voilà. On a toujours séparé les jours fériés des dimanches et on a des heures pour la commission paritaire 318-01 ou 330 puisque certains services avec lesquels nous travaillons sont issus de ces commissions 318-01 et 330 et donc du coup n'ont pas les mêmes heures inconfortables que nous. Il était donc important qu'on puisse récolter ces informations-là aussi. Une fois que toutes les données sont complétées, vous cliquez sur le bouton « Ajouter ». Et de nouveau, toujours dans le même système, on voit ici la liste avec les fonctions de ce travailleur-là. Dans ce cas-ci, il n'en a qu'une. Il est encodé à 30h24. Il pourrait tout à fait avoir une autre fonction avec un contrat de remplacement, par exemple, pour 9h40, pour 9h, 9 heures, je ne sais plus combien par semaine pour compléter son horaire et qu'il ait finalement un temps plein. Et donc, tout ça est tout à fait possible. Et donc, dans ce cas-là, vous devrez lui ajouter une nouvelle fonction avec une nature de contrat à durée déterminée ou de remplacement pour l'autre partie. Même chose si le travailleur occupe deux fonctions au sein de l'entreprise et donc se trouve peut-être être éducateur à mi-temps et psychologue à mi-temps, par exemple, ou je ne sais même pas si c'est possible mon exemple, mais vous m'avez compris. Eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait, vous devez également encoder deux fonctions puisqu'il y a vraiment deux fonctions qui sont différentes. Et les fonctions vont venir en fait se retrouver ici. C'est donc, une fois qu'on en arrive là, on sélectionne le travail, la fonction souhaitée, qu'on arrive en fait tout simplement à la partie agrément. Donc c'est maintenant, et c'est vraiment en fin de course, qu'on va déterminer le nombre, enfin pour quel agrément le travailleur est engagé. Donc ici par exemple, moi, j'avais sélectionné, souvenez-vous, dans le tableau précédent, j'avais deux services, j'avais mon SAC et j'avais mon MAH. Eh bien, ici, je peux dire que mon travailleur est repris dans mon MAH sous statut de APE, par exemple, avec les heures rémunérées. Il aura peut-être, je ne sais pas moi, 1200 heures rémunérées
en tant qu'APE sur le MAH 099. Et sur mon SAC 999, il aura également le statut APE pour le reste d'heures. Donc, j'ai marqué 1200, j'ai marqué 400 pour rester cohérente. Et donc, voilà. Et donc, quand on reprend la fiche du travailleur, on peut donc voir qu'il a un contrat à durée indéterminée d'éducateur classe 2, qu'il a commencé en 2015, qu'il a fait des heures inconfortables. La répartition des heures inconfortables seront toutes données au MAH, puisque dans l'écran précédent, on a indiqué qu'il n'y avait pas d'heures inconfortables prestées dans le SAC. Donc, la répartition se fera en entier sur, enfin, la totalité des heures inconfortables seront imputées sur le MAH. S'il y avait 2 MAH de renseignés ici, eh bien, en fait, on ferait un prorata en fonction du nombre d'heures rémunérées pour déterminer combien d'heures inconfortables ont été prestées sur le SRA, par exemple, et combien sur le SRNA, par exemple. Voilà, donc ça, c'est l'encodage manuel. Ça peut être long, je pense que ça l'est déjà vachement moins que ce qu'on connaissait auparavant, puisque les données qui sont identiques ne sont à mettre plus qu'une seule fois. Mais donc, voilà, c'est le nouveau système. Si vous souhaitez le faire de manière manuelle, maintenant, comme je vous le disais, il y a la possibilité également de faire un import en Excel. Alors, l'import en Excel, attention, il y a comment, parce que ici, dans ce cas-ci, moi, j'ai déjà encodé des données manuellement. Donc, si j'importe un fichier Excel, j'écrase toutes les données manuelles que j'ai copiées. Donc ça, il faut vraiment que vous y soyez attentifs. L'import est irréversible. Vous pouvez supprimer les données, mais vous supprimez tout. Si vous importez sur quelque chose que vous avez déjà encodé, vous supprimez les données que vous avez déjà encodées. Donc ici, je vais le faire, puisque de toute façon, j'avais besoin de le faire. Donc, du coup, comme vous le voyez, c'est assez facile de choisir le fichier. Donc, j'avais préparé un fichier ici, import, et je clique sur le bouton importer. L'application me dit que des erreurs ont été détectées. Et quand on voit donc la liste des erreurs détectées lors de la soumission, on voit par exemple que ma colonne, au niveau de la colonne NIS, il y a un champ qui est requis. Donc, ça veut dire que j'ai oublié de mettre un numéro NIS alors que c'était un champ requis. Donc, je vais ouvrir mon fichier, en profiter pour vous montrer à quoi il ressemble. Voilà, effectivement, on voit qu'ici, j'ai oublié de mettre un numéro NIS. Donc, voilà qui est chose faite. Et donc, en fait, on voit que ce sont toutes les données liées aux travailleurs qui sont, mises, du coup, séparément. La partie orange, ce sont les données du premier écran. La partie verte, les données du deuxième écran avec les heures inconfortables. Et la partie rouge, ce sont les données liées vraiment au travail, au matricule de service, au contrat, enfin, au type de contrat, donc de statut, et aux heures rémunérées. Donc ça, c'est la structure. Voilà, j'enregistre donc ma modification, mon numéro NIS, et je réessaye d'importer. Voilà, on voit que maintenant, mon fichier, l'import a réussi. Donc, le temps que ça se mette à jour, l'application recharge. Et donc, maintenant, on voit ici, dans la liste de travailleurs, que tous mes travailleurs sont inscrits. Donc, tous mes travailleurs sont inscrits d'une part. Et si je sélectionne un travailleur au hasard, je vois que sa fonction est reprise. Donc, on peut voir toute la fonction de ce travailleur-là, la date de début, la date d'année. Donc, je vous le disais ici, c'est quelqu'un qui a commencé à travailler dans le service en 2011 et qui a commencé à travailler en 1991. Donc, toutes ces années d'ancienneté sont reprises. Le calcul que nous, on fera au niveau de l'ancienneté, c'est de savoir que c'est l'année d'encodage 2022 moins 1991 nous donnera le nombre d'années d'ancienneté du travailleur. Alors, si je sélectionne ici, on voit que c'est un travailleur qui travaille dans un seul service et qui est sous statut Maribel. Je n'ai pas passé en revue la liste des statuts, mais donc vous voyez, on a fait aussi un tri dans les statuts parce qu'il y en avait énormément, dont beaucoup n'étaient plus utilisés. Si par ailleurs, vous voyez qu'il y a un statut que vous utilisiez auparavant et qui doit toujours être inscrit et qui ne se trouve pas dans la liste, dites-le nous, on modifiera la liste pour qu'il s'y trouve, mais on a remis, en ce qui nous concerne, les statuts dont on sait qu'ils existent encore. Donc, vous voyez, il y a le statut APE, bénévole, le congé éducation payé, le contrat ordinaire, il y a toujours le contrat étudiant, le Maribel,
Et alors, on a toujours bien le plan temps travailleur entrant, travailleur sortant, les remplacements Covid, les contrats Tamigno et les VDB. Donc, les mêmes statuts que ce qui existait au départ. Alors, je vais vous montrer ici 2-3 exemples que j'ai préparés par rapport aux spécificités. Ici, si je reprends ce travailleur-ci, on voit que c'est un travailleur qui a 2 fonctions. Donc, il a un contrat à durée indéterminée d'éducateur classe 1 à 19 heures semaine et il a eu un contrat à durée déterminée d'éducateur classe 1, toujours à 19 heures semaine, pendant une période du 12 du 7 2022 au 31 du 12 2022. Et donc, ça, dès l'instant où le régime horaire, dans le cadre des contrats de remplacement que vous faites ou des contrats à durée déterminée que vous pouvez octroyer à votre travailleur en remplacement, vous pouvez, si toutes les données sont identiques, vous pouvez rassembler tous les contrats en un seul en mettant la date de début de contrat comme date de début et la date de fin de contrat comme date de fin. La date de début du premier contrat. Donc, si vous avez octroyé 3 contrats supplémentaires à votre travailleur sur une année, je ne sais pas moi, en avril-mai ou 2 en septembre-octobre, eh bien, vous pouvez tout à fait dire que la date de début est le mois d'avril, la date de fin est le mois d'octobre et remettre tout sur une seule ligne pour vous éviter d'encoder 50 contrats avec exactement les mêmes données comme on le faisait auparavant. De toute façon, les heures rémunérées qui seront renseignées ici dans le cadre de l'agrément nous permettront de connaître exactement le temps de travail de ce travailleur-là. Donc, nous n'avons pas besoin d'avoir des contrats qui sont tous séparés. Alors ça, c'est le premier exemple que je voulais vous montrer. Je voulais également vous montrer l'exemple des doubles services. C'était celui-ci, où on a un seul contrat. Dans ce cas-ci, on a une seule fonction, mais au niveau de la fonction, on n'a pas de double service comme j'aurais dû avoir. Ça ne doit peut-être pas être lui, du coup, ma double fonction. Bon, bah, mon exemple tombe à l'eau. Je pensais qu'il y avait 2 fonctions pour ce travailleur-là. Ce n'est pas le cas. Mais je pourrais tout à fait décider, malgré le fait que ça a été importé en Excel, je pourrais tout à fait décider de lui rajouter un 2e contrat. Bon, ici, il faut d'abord modifier celui-là parce qu'il ne peut pas avoir plus de 1983 heures. Donc, je vais lui mettre 1000 heures sur ce contrat-là, sur ce service-là. Voilà, je modifie. Et ensuite, je rajoute sur mon autre service, sous un statut de contrat ordinaire ou d'APE, ça pourrait tout à fait être APE. Voilà, et donc là, je me retrouve avec mes 2 contrats et avec au final toutes mes heures rémunérées. Et donc, comme vous le voyez, j'ai importé un Excel et ensuite j'ai fait une modification. Ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, si vous supprimez les données, les données forcément ne sont pas modifiées dans votre Excel. Donc ça risque, soyez attentifs à ce que vous faites et aux manipulations que vous pouvez faire parce que certaines sont irréversibles, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, petite spécificité de laquelle je n'ai pas encore parlé, c'est cette case aussi. Je vais essayer, en espérant que cette fois mon exemple fonctionne. Voilà, on voit ici dans la nature du contrat que le travailleur est sous contrat de remplacement. Donc, tous les services ne sont évidemment pas concernés par cette information, uniquement les services d'accompagnement, puisque dans leur réglementation spécifique, les services d'accompagnement ont le droit de faire valoir les heures prestées de faire valoir l'ancienneté du travailleur remplacé à la place de l'ancienneté du travailleur remplaçant. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un travailleur qui a 25 ans d'ancienneté dans votre institution, dans votre service d'accompagnement, et que ce travailleur est en maladie de plus d'1 mois, vous décidez de le faire remplacer, et bien en fait, nous, dans l'ancienneté moyenne de votre service, on va continuer à comptabiliser les 25 ans d'ancienneté du travailleur remplacé à la place de l'ancienneté du travailleur remplaçant. Si le travailleur remplaçant, par exemple, ici c'est quand même de 2008, donc il a déjà un bon nombre d'années d'ancienneté, mais quand même pas 25 ans, mais ça voudrait dire que si vous engagez un jeune travailleur qui n'a pas d'ancienneté, eh bien en fait, ça n'a pas d'impact sur votre ancienneté moyenne, puisque dans le cadre des contrats de remplacement, c'est bien l'ancienneté du travailleur remplaçant qui est prise en compte. Mais donc, pour cela, nous avons besoin de pouvoir relier le travailleur remplaçant au travailleur qu'il remplace. Et donc, c'est pour cette raison qu'ici, nous avons rajouté
l'information NIS du remplacé. Et donc, vous devez venir encoder tout simplement le numéro NIS du travailleur qui est remplacé. Attention, que si le travailleur remplacé a plusieurs contrats, ça risque, on devra probablement prendre contact avec vous dans un premier temps pour y voir plus clair et pour savoir quel est le contrat finalement pour lequel le travailleur remplaçant remplace. Mais donc, en faisant ça, derrière, au niveau des calculs qui sont faits, eh bien, on peut directement savoir que vous avez on peut directement reprendre l'ancienneté du travailleur remplacé grâce à son numéro NIS pour déterminer l'ancienneté moyenne de votre service. Alors, au niveau de l'onglet lié au travailleur, j'en ai terminé. Vous avez toujours la possibilité d'enregistrer ici temporairement vos données, mais étant donné qu'elles sont sous forme de tableau, elles sont enregistrées en fait à chaque modification. À chaque fois que vous cliquez sur modifier, ça s'enregistre. Donc vous n'avez pas forcément besoin de cliquer sur ce bouton, mais si ça vous rassure, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Vous avez un bouton vérifier qui vous permet en fait de faire toute une série de vérifications d'usage, puisque avant de clôturer, forcément, étant donné qu'on n'est que sur de l'encodage brut, il y a des sources d'erreurs, il y a des risques d'erreurs, et donc il y a toute une série de vérifications automatiques qui sont mises en place, qui ne sont pas mises en place au moment de l'encodage parce que ce n'était pas possible, l'application ne le permettait pas, mais qui sont mises en place juste avant la clôture. Et donc, si vous cliquez sur le bouton vérifier, vous verrez que parfois, des déclarations, des informations ne sont pas reprises. Par exemple, dans l'onglet déclaration sur l'honneur, qu'on n'est pas encore allé voir, il y a des renseignements qui sont inexacts ou incomplets. Enfin, oui, c'est ça. Il y a un champ qui n'est pas complet, deux champs même, l'email de notification et la déclaration sur l'honneur. Ces champs sont incomplets, donc vous devez retourner là-bas. Mais ça signifie aussi qu'il y a des erreurs uniquement sur la déclaration sur l'honneur et que donc le reste des données que vous avez encodées jusqu'à présent sont justes. Je passe donc maintenant à l'onglet médecin. L'onglet médecin, vous avez également la possibilité d'importer un fichier Excel. Le fichier Excel, d'ailleurs, le fichier Excel contient différents onglets. L'onglet travailleur, l'onglet médecin et l'onglet autres prestataires que vous pouvez, si vous le souhaitez, encoder, ainsi que les valeurs. Normalement, contient les valeurs que vous devez utiliser. Alors, au niveau des médecins, personnellement, si vous avez un médecin, je ne vous conseille pas d'utiliser le fichier Excel parce que, parce que le risque d'erreur est plus grand et qu'en fait, il y a seulement trois champs qui sont requis. Un libellé qui vous permet de déterminer qui est le médecin. En fait, souvent, dans le cadre du médecin, ce sera le nom du docteur. Voilà, la fonction, médecin généraliste ou médecin spécialiste, et le nombre d'heures rémunérées, puisque dans notre secteur, les médecins sont rémunérés sur base d'un nombre d'heures dans le cadre des conventions que vous signez avec eux, et donc ce ne sont pas des factures. Si ce sont des factures, vous devez les transcrire en heures rémunérées, puisqu'on attend de vous des heures rémunérées, exactement comme c'était le cas auparavant dans l'ancien cadastre. Vous cliquez sur Ajouter, toujours le même phénomène. Le nom s'affiche en dessous dans le tableau prévu à cet effet. Et vous en avez fini avec l'onglet médecin. On passe maintenant à l'onglet autres prestataires. De nouveau, toujours cette même possibilité d'insérer un fichier et cette même possibilité ici d'avoir donc les données. Si vous souhaitez, les données peuvent se trouver dans un même fichier Excel, mais vous devrez faire la manipulation d'import 3 fois, puisque quand on est sur cet onglet-là, on va rechercher les données qui se trouvent dans l'onglet travailleur, ici dans l'onglet médecin et là dans l'onglet autres prestataires. Donc vous ne pouvez pas importer une seule fois le fichier pour vos 3 onglets. Il faudra le faire 3 fois. De nouveau, les autres prestataires, si vous en avez 2 ou 3, je ne vous conseille pas d'utiliser le fichier Excel parce que ça va être plus fastidieux qu'autre chose. Il vous suffit ici d'inscrire le libellé, donc ça pourra être le nom de l'entreprise, le nom de la facture, enfin voilà, n'importe quoi, le numéro de la facture, le numéro de mois. C'est vraiment à votre propre convenance le libellé. On demande qu'il y en ait un parce que c'est plus facile de faire en sorte que tous les champs soient complétés.
L'imputation comptable comme auparavant, donc ce sont bien les codes d'imputation comptable que vous utilisez d'ailleurs aussi dans les comptes d'entreprise. La fonction assimilée. Donc, est-ce que vous engagez en tant qu'ouvrier non qualifié? Donc, par exemple, là, on serait dans les services de buanderie. Si vous faites appel à un service externe, eh bien, vous avez, pour nettoyer le linge, eh bien, vous pourrez encoder ici le montant de la facture hors TVA et le taux de TVA. Une fois que vous avez cliqué, vous cliquez sur Ajouter et tout va s'ajouter automatiquement. Je vais le faire ici en Excel pour quand même avoir des champs. Ben non, ça ne marchera pas. C'est un vieux fichier au niveau de celui-là, donc ça ne fonctionne pas. Mais donc, alors je n'encoderai pas de champ sur la démo ici, puisque ça n'a pas tellement d'importance. La seule raison pour laquelle on vous demande les médecins et les autres prestataires, c'est pour permettre d'atteindre vos normes. Donc, c'est-à-dire que, étant donné que vous pouvez faire appel à des firmes extérieures pour certaines choses, notamment pour tout ce qui est service comptable, service de repas, service de buanderie, tous ces services-là peuvent tout à fait rentrer dans le cadre du calcul de vos normes d'encadrement. Et donc, dans ce cadre-là, c'est uniquement dans ce cadre-là qu'on vous demande ces informations-là. Donc, si vous ne souhaitez pas les compléter parce que vos normes sont atteintes, ce n'est pas une obligation de le faire. Moi, je conseille quand même toujours de le faire pour qu'on ait vraiment une vue d'ensemble de ce qu'on attend, enfin de ce qui gravite comme personnel autour des personnes que vous accueillez dans votre service, mais il n'y a rien d'obligatoire. Alors, la façon dont est calculé, peut-être un petit mot là-dessus. La façon dont est calculé l'équivalent temps plein lié aux factures, c'est qu'en fait, nous avons pour chaque fonction assimilée, nous avons des montants de référence qui sont composés des différentes fonctions et des barèmes qui composent ces types de fonctions assimilées. Et donc, en fait, on compare simplement la facture à ces montants de référence pour déterminer sur cette base-là quel est le nombre de TP représenté par la facture. On arrive ensuite donc au dernier onglet qui est la déclaration sur l'honneur. Donc la déclaration sur l'honneur, évidemment, comme je suis connectée avec ma carte d'identité, ils savent que c'est moi qui suis connectée, donc je n'ai pas besoin d'encoder mon nom et mon prénom. Mais je dois déclarer sur l'honneur que les renseignements qui sont mentionnés dans le présent formulaire sont exacts et complets. Et je dois intégrer une adresse mail de validation pour pouvoir valider. Et donc, logiquement, une fois que je suis ici, je peux cliquer sur le bouton « Clôturer ». On me demande évidemment si je suis certaine de vouloir clôturer, tout en me disant qu'ensuite, je n'aurai plus accès au formulaire une fois que les données seront validées. Donc, si vous cliquez sur le bouton « Oui », vous savez que vous n'avez plus accès au formulaire. Ça signifie, comme avant le bouton « Clôturer » qui était en haut à droite, gauche, il était à gauche. Comme le bouton clôturer qui était en haut à gauche, ça signifie que vous n'avez plus le droit de toucher à votre formulaire. Vous aurez, je pense, vous aurez encore la possibilité de télécharger les rapports, mais vous ne pourrez plus accéder au formulaire pour en modifier les données. Donc, je vous conseille de faire ça seulement au dernier moment, quand vous êtes certain de vos données, et de passer d'abord par la case rapport pour télécharger un rapport qui reprendra la totalité des données que vous avez encodées. Alors ici, le rapport est en cours de téléchargement. Voilà, le rapport est téléchargé. Et voilà comment se présente le rapport que vous recevez. Donc, vous avez différents onglets dans ce rapport. Vous avez un premier onglet global qui va reprendre donc l'entité administrative, enfin l'entité d'évaluation et l'année. L'entité d'évaluation, l'année, donc là, c'est vraiment juste un petit concaténé. Les services pour lesquels vous encodez, tout ça, ce sont des données qui étaient automatiques dans le formulaire, souvenez-vous. Le régime de travail, et ainsi que toutes les données que vous avez complétées dans la première partie du formulaire. Vous avez ensuite un onglet spécifique aux agréments où vous retrouvez donc là les données liées à l'agrément que vous avez complété. Donc là, de nouveau, c'est les données qu'on a complétées tout à l'heure ensemble avec l'enveloppe APE, les charges, le pourcentage belge, le fait qu'il n'y ait ou pas des heures inconfortables, et donc du coup ici le pourcentage. Il y a toute une série de données ici qui sont les données calculées. Parmi les données calculées, on a
entre autres, le pourcentage APE. Donc, sur base de l'enveloppe par rapport aux charges, on peut, je vous le disais, on calcule automatiquement le pourcentage APE à prendre en considération donc, dans le cadre de l'ancienneté des travailleurs et également dans le cadre des normes globalisées pondérées. On reprendra 8,29% d'ancienneté dans ce cadre-là. Chaque service aura donc un pourcentage qui est différent puisque chaque service a une enveloppe différente du forum. Alors, c'est ici qu'on retrouve également l'ancienneté moyenne du service. Donc l'ancienneté moyenne calculée sur base de toutes les données qui sont disponibles dans les onglets suivants, je vous montrerai ça. Les calculs ne sont pas visibles parce que c'était techniquement pas possible de vous montrer les calculs. Donc, toutes les données sont des données brutes qui sont figées, mais au moins, vous avez la possibilité de refaire sur base des données qui sont dans les autres onglets, vous avez la possibilité de refaire vous-même les calculs. Alors, vous avez ici les ETP réels. Donc, ça, c'est vraiment les ETP que vous avez déclarés. Donc, c'est toujours divisé par 1983-60 ou 1991 en fonction du nombre de jours ouvrables sur l'année. Et c'est donc les ETP réels calculés sur base des heures rémunérées que vous avez déclarées. Vous avez également la norme globalisée pondérée et la norme d'agrément, qui sont deux normes qui étaient calculées, et vous les avez de manière globale pour le service, hein, donc pour le MH 999. Alors, à l'heure actuelle, nous n'avons pas eu le temps de différencier les rapports en fonction du type de service. Les SAC, par exemple, ne sont pas soumis à ce contrôle de normes et ne doivent pas forcément avoir ces mêmes informations. Les SAC vont avoir du personnel accompagnement et hors accompagnement. Les modifications seront faites, mais probablement pas pour l'encodage ici. Nous avons dû travailler quand même relativement vite avec le service informatique et n'avons pas pu aller jusqu'au bout de cette petite spécificité. Mine de rien, vous êtes quand même beaucoup de services et donc il y a beaucoup de spécificités puisqu'il y a énormément de réglementations différentes qui sont reprises au sein de ce cadastre-ci. Donc, les modifications seront effectuées, mais dans un deuxième temps, au niveau des normes. Alors, ensuite, on reprend la liste des travailleurs. Donc, ce sont tous les travailleurs que vous avez déclarés dans votre cadastre. Et en fait, à chaque fin de liste, fin de type d'information, on reprend la somme des heures rémunérées. Donc, par exemple, ici, on voit qu'il y a deux lignes pour ce travailleur-là. Eh bien, si on ne voulait prendre qu'une seule ligne, elle a travaillé 1983 heures. Donc, c'est bien au total. Mais si on va voir plus loin, évidemment, elle aura ici, vous avez déclaré 1000 heures sur un service et 983 sur l'autre. Mais donc, c'est bien quelqu'un qui est à temps plein au global, mais dont, s'il y a deux lignes, c'est parce qu'elle a été déclarée sur deux services ou avec deux statuts ou avec deux fonctions différentes. On reprend également toutes les données liées à la fonction du travailleur qu'on peut voir ici. Et de nouveau, par fonction, on a fait une somme, la somme des heures rémunérées pour permettre de vérifier de manière différente par personne, par fonction et ensuite par matricule si vous le souhaitez. Donc les filtres et les tris et les filtres sont très simples à faire pour vous permettre ensuite de visualiser vraiment les données que vous voulez visualiser et vous assurer de ce que vous avez encodé. Vous avez vraiment la possibilité de revérifier ça de manière, de manière précise et plusieurs fois et de plusieurs façons différentes. Alors, il y a également la partie liée au statut, où là, c'est l'encodage que vous avez réalisé avec les services pour lesquels vous avez encodé, les statuts et les heures rémunérées de chacun des statuts. Donc, si vous filtrez sur le MH 999, par exemple, eh bien, vous pourrez voir que vous avez encodé 6948 heures rémunérées pour ce statut-là. Alors, ensuite vient en orange toute la partie calcul réalisé, aussi bien pour les normes que pour l'ancienneté pondérée. Donc, vous avez la possibilité de vérifier l'ancienneté courante. Donc, ça, c'est l'ancienneté à laquelle vous payez votre travailleur au 31 décembre de l'année de l'encodage. Donc, ça, c'est une donnée qui est quand même importante à vérifier et je vous invite à y regarder. Et au-delà de ça, ça vous permet de voir vraiment si l'année de début est juste. Et attention toutefois, parce que comme c'était le cas dans le cadastre précédent, l'ancienneté courante est plafonnée à la dernière échelle d'ancienneté, à l'ancienneté maximum
relative à l'échelle. Donc, il y a dans certains cas, ce sera limité à 27 parce que dans les barèmes, la dernière échelle a augmenté, c'est celle à 27 ans, et ensuite, il n'y a plus d'augmentation barémique. Donc ça, c'est la première donnée calculée. Ensuite, on va rechercher le pourcentage lié au statut, puisque donc il y a des statuts ordinaires, Maribel, et que chaque statut, comme auparavant, a son propre pourcentage de prise en compte de l'ancienneté. Et donc APE, on voit que c'est 8,29, c'est ce qui a été repris dans l'agrément, donc c'est ce qui a été calculé sur base de la déclaration que vous avez faite de votre enveloppe APE et des charges APE. Vous avez le Maribel qui, dans l'ancienneté, n'entre pas en considération puisque il est payé par le Maribel, et il y a d'autres statuts qui amènent des pourcentages relativement plus ou moins importants et pas tous égaux à 100. Alors, il y a le nombre d'heures maximum rémunérées sur l'année pour ensuite permettre de faire le calcul de l'ancienneté pondérée et les ETP pondérés ancienneté. Donc, c'est l'ensemble de ces colonnes-ci qui vont ensuite permettre de déterminer l'ancienneté moyenne du service. Ensuite, il y a également un petit pavé lié aux normes. Donc, le type de le personnel est réputé personnel éducatif ou personnel non éducatif. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour les services d'accompagnement et les autres services d'aide en milieu de vie, dont on sait qu'il est question plutôt de personnel d'accompagnement et de personnel hors accompagnement, cette petite modification sera apportée ultérieurement, mais probablement pas pour le cadastre de cette année-ci, parce que notre service informatique a énormément de travail à fournir, et donc ici, on a dû aller à l'essentiel. Je m'excuse d'avance de ne pas avoir eu le temps d'intégrer les données relatives au service d'accompagnement, mais voilà. Alors, ensuite, on reprend du coup les ETP réels pour chacun des travailleurs et pour chacune des lignes, ETP réels, normes globalisées pondérées et normes d'agrément. Ensuite, vous avez les onglets médecins. Le onglet médecin, voilà, les heures que j'ai renseignées ici, ça équivaut, comme tout à l'heure dans le formulaire, ça équivaut à 0,10 ETP. Donc les 125 heures équivalent à 0,10 ETP qui peuvent être valorisés donc, dans vos normes d'encadrement. Au niveau des autres prestataires, j'en ai pas renseigné, donc forcément, je n'en ai pas. Mais si j'en avais renseigné, on voit qu'ici, il y a des colonnes où on va aussi avoir les ETP en lien avec la facture que vous avez renseignée et la fonction assimilée que vous avez renseignée. Alors, ensuite viennent les deux derniers rapports, qui sont les rapports, les rapports d'ETP. Alors, vous avez un rapport par agrément, où donc, en fait, vous avez toujours en filtrant sur un seul des services, vous avez la possibilité de voir le nombre de TP réel. C'est exactement la même chose que ce qui est marqué ici, on est d'accord, mais ça vous permet de le voir par fonction. Vous avez la fonction d'éducateur classe 1, vous avez l'occasion de vérifier que vous avez déclaré un ETP éducateur classe 1, 0,20 ETP éducateur classe 2, etc., etc. Pour chacune des fonctions, pour chacun des services et par fonction. Donc, c'est vraiment fait ici par service pour vous permettre de vérifier si vous avez bien tout encodé. Ce formulaire, ce rapport est quand même très important pour vous permettre de vous assurer de votre encodage avant validation définitive. Et alors ensuite, vous avez le rapport résultat par orgue et par orgue ou entité d'évaluation. Ici, c'est l'entité d'évaluation, mais a priori, ce serait même par orgue. Et donc, dans ce cas-ci, vous avez le personnel, les médecins généralistes, éducateurs, classe 1, classe 2, mais qui ne sont plus faits par agrément, mais pour la totalité. Et donc, étant donné que les normes sont contrôlées pour la totalité, donc les normes d'encadrement, les normes minimales, sont contrôlées au global de votre entité, et bien du coup, on les a remises ici au global par fonction. Donc de nouveau, ça vous permet de vérifier ce que vous avez pour le personnel éducatif, pour le personnel divers, pour le personnel éducatif et pour le personnel non éducatif. Vous avez les normes globalisées pondérées, les normes d'agrément, le total des médecins et le total des prestataires extérieurs. Et donc du coup, vous avez un total général qui est la somme de tout qui n'est pas la somme en fait, puisque les normes d'agrément, les ETP réels, ce sont les médecins, les prestataires et les ETP réels qui sont repris ici dans l'onglet travailleurs, puisque les normes globalisées pondérées tiennent compte
du pourcentage de financement et que les normes d'agrément ne reprennent pas le personnel non éducatif. Donc voilà, j'en ai fini ici avec la présentation du rapport. Je pense avoir tout dit. Je vérifie. Ouais, alors peut-être un petit mot pour dire que les rapports que je vous ai présentés sont encore soumis à, enfin seront peut-être encore vont encore évoluer. Donc pour l'instant, on est allé à l'essentiel. On a essayé de recréer ce qui existait auparavant pour que vous ayez toujours les mêmes outils pour travailler, mais des outils qui fonctionnent cette année. Mais ils vont être amenés à évoluer. Par exemple, on pourrait tout à fait envisager de faire, ça a été demandé lors des groupes de travail, de faire un rapport pour avoir le personnel qui est renseigné en RCDT, par exemple. Et donc, on pourrait envisager de le faire. Mais de nouveau, ce sera dans un second temps parce que ce sont des améliorations plutôt, qui n'empêchent pas le bon fonctionnement de la collecte et le bon fonctionnement des calculs de subventions qui sont derrière. Ce sont simplement des rapports de confort qui vont permettre de faciliter le travail. Mais dans un premier temps, si vous souhaitez connaître les travailleurs ayant droit, je pense qu'avec ayant droit à la RCDT, je pense qu'avec la liste des travailleurs, vous avez largement la possibilité de le faire, puisque nous, c'est sur cette base-là, évidemment, qu'on va le faire, le régime horaire, enfin, sur base donc, du régime horaire, des heures rémunérées, de l'ancienneté à 10 ans. Enfin, voilà. Donc, normalement, vous avez la possibilité avec ça de le faire. Plus tard, on essayera peut-être d'envisager autre chose, mais pour l'instant, on n'a pas su faire, aller plus loin. Alors, peut-être un dernier petit mot au niveau des statuts, puisque je suis passée tout à l'heure sur les statuts, mais je n'ai pas parlé des différents statuts qui existent pour l'instant et qui sont là. Donc, au niveau des statuts, donc la liste doit évoluer, il en manque un. Je vois qu'il y a un statut qui n'est pas encore repris. Mais je sais que c'est une question que bon nombre d'entre vous se posent, de la façon dont on va contrôler la subvention de RCDT. C'est toujours indiqué RCDT, ça va changer, ce sera RCDT d'ici à la mise en production. Donc, RCDT, donc c'est-à-dire la réduction de durée du travail. Vous avez pour certains reçu des moyens pour vous permettre d'engager des travailleurs pour remplacer les travailleurs qui ont droit à une réduction de leur durée du travail sur base de leur âge. Eh bien, pour ces travailleurs-là, dans le cadre de la subvention 2022 que vous avez perçue et donc pour lesquelles vous pouvez engager jusqu'au 31 décembre 2023, vous devrez encoder le code RCTT 2022. À partir de 2023, ce code-là aura disparu et ici, à partir de l'encodage 2024, le code RCDT 2022 aura disparu, vous n'aurez plus que RCDT et donc tous vos travailleurs engagés pour remplacer, et donc ceux qui donc ne rentrent pas dans les subventions habituelles, mais sont couverts par la subvention octroyée par la VIC dans le cadre de la RCDT, devront être renseignés sous le statut RCDT. Tout comme votre personnel, le personnel que vous avez engagé sur base de renforcement de l'encadrement que vous avez eu en 2021 pour les années 2022-2023, eh bien, vous devrez utiliser ici le statut ANM 2124, renforcement de l'encadrement. Et alors, j'en profite également pour vous dire, mais le statut ne s'y trouve pas, la liste n'a pas été mise à jour et je n'avais pas vu cette information avant de commencer la présentation aujourd'hui. Mais il y aura un statut RCTT supplémentaire pour venir encoder les heures auxquelles votre travailleur ayant droit, les heures que votre travailleur ayant droit a pu obtenir grâce à la réduction de durée du travail. Donc, si vous avez un travailleur, par exemple, qui est à 38 heures semaine et qui a droit à 6 heures parce qu'il a passé 60 ans, eh bien, en fait, vous allez venir encoder dans le statut, sous le matricule dans lequel le service travaille, sous le statut RCDT, je pense que c'est heure de l'ayant droit. Je ne sais plus comment est-ce qu'on l'a nommé, mais vous verrez qu'il y a un statut spécifique dans lequel vous pourrez venir encoder les heures rémunérées du travailleur. Et donc ici, ce seront des heures qui auront été rémunérées, mais non prestées. Et donc, ces heures non prestées permettront de prendre en considération l'ancienneté
des travailleurs qui auront presté moins d'heures, tout en tenant compte de tout en ne les ayant pas repris directement dans le contrat, enfin dans le statut global, parce que nous calculons les réductions de temps de travail sur base du statut. Donc voilà. J'en ai terminé ici avec la présentation. Je pense que j'ai vraiment tout dit. Donc, je vous propose de passer aux questions-réponses. Je n'ai absolument pas vu s'il y avait eu des questions posées pendant la présentation. Donc, je vais passer la parole à mes collègues pour savoir s'il y a des questions. Oui, alors bonjour François Mlincard. Donc je suis le collègue de Madame Abi par rapport au financement des services d'accueil, hébergement, accompagnement pour personnes en situation de handicap. Donc là, les questions qui revenaient le plus, c'était notamment l'encodage du régime horaire en ce qui concerne certains statuts spécifiques, par exemple les mi-temps médicaux, les plans tandem. La question concernait, par exemple, s'il y a un mi-temps médical, est-ce que je dois encoder un régime horaire à 38 heures ou à 19 heures? Dans le cadre du mi-temps médical, nous n'intervenons pas. Donc, ça veut dire que le régime horaire contractuel du travailleur reste à temps plein. Donc, vous pouvez l'encoder à temps plein, j'imagine, et les heures rémunérées seront divisées de moitié puisqu'il ne travaillera qu'à mi-temps. Maintenant, c'est vrai que la question est intéressante parce que dans le cadre de la RCDT, je ne sais pas si les travailleurs ont un mi-temps, les travailleurs à mi-temps médical n'ont droit à leur réduction que sur leurs heures prestées, donc sur leur mi-temps. Mais si du jour au lendemain, ils reviennent à temps plein, et bien à ce moment-là, ils auront droit à leurs heures sur le temps plein. Donc vous mettez régime horaire à temps plein, enfin, ou en tout cas le régime horaire hors mi-temps médical, et dans les heures rémunérées, ce seront les heures rémunérées liées au mi-temps médical. Donc voilà. Je pense que ça répond à la question. François, tu es d'accord avec moi? Oui, oui, c'est ça, oui. Mais il y avait pas mal de questions. Enfin, ça concernait plusieurs statuts. Donc, il y avait le hors RCDT, ça c'était la question à laquelle j'allais y venir parce que c'est revenu pas mal dans les questions-réponses. Mais donc voilà, donc pour moi, c'est aussi bien le régime horaire complet. Alors la deuxième question qui revenait le plus souvent, c'est concernait donc la RCDT. Donc beaucoup de bénéficiaires se demandaient combien d'heures rémunérées encodées pour la personne à partir de 55 ans. Est-ce que toutes les heures rémunérées sont à encoder ou uniquement ou des déductions faites des heures RCDT? Oui, j'ai déjà répondu partiellement à la question, Voilà, puisque ouais. comme je viens de l'expliquer, il y aura en fait deux statuts différents à encoder. Un statut avec les heures réellement rémunérées, dont le statut sera probablement contrat ordinaire, et il y aura également un autre statut heures non prestées RCDT, dans lequel vous devrez encoder les heures auxquelles le travailleur a eu droit. C'est ça, donc il y aura bien un encodage en 2 temps, Voilà. avec le contrat de base, avec l'ensemble des heures et un statut particulier qui nous permettra d'identifier les heures qui ont été rémunérées, mais pas prestées dans le cadre du contrat, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est un peu finalement le même principe que le plan tandem, hein. Le plan tandem travailleur sortant, c'est le travailleur qui bénéficie d'une réduction dans le cadre du plan tandem. Et auparavant, il y avait nécessité d'encoder 2 contrats. Eh bien ici, il y aura nécessité d'encoder 2 statuts, un statut contrat ordinaire et un statut plan tandem travailleur sortant. C'est à peu près la même chose ce sera la même chose pour la RCDT. OK. Alors après, il y avait pas mal de questions concernant le fichier Excel. Donc, beaucoup d'utilisateurs se demandaient s'ils allaient recevoir un modèle de fichier Excel, afin d'encoder les données pour l'import. Oui, donc il y a un fichier Excel qui sera en fait je pense que ce qui est prévu, c'est que dans le guide utilisateur, on ait un lien qui vous emmène et qui vous permette de télécharger directement le fichier Excel. Donc comme ça, s'il y a des modifications à faire dans le fichier, vous n'êtes pas avec un vieux fichier. Donc si vous devez travailler dessus, travaillez toujours avec le dernier fichier que vous aurez téléchargé.
ce fichier-là, il faut quand même faire attention à certains formats, parce que comme on le sait, Excel permet d'avoir plusieurs formats, et donc il y a un format qui est absolument à respecter dans tous les cas. Par exemple, le format le plus compliqué auquel je pense dans Excel, le plus difficile à prendre en compte dans Excel, c'est le régime horaire 38.2.00. Alors, il existe une formule qui permettra de transformer un régime horaire où il est simplement indiqué 38 en régime horaire 38.2.00. Dans le manuel d'utilisation, on mettra la formule Excel qui permet de faire cette transformation. Ok, merci d'avoir expliqué, parce que justement, il y avait une question par rapport à ça. Et par rapport au rapport, du coup, ça apporte la réponse. Il y avait pas mal de questions des services SAFAE qui se demandaient s'ils devaient bien encoder, réaliser l'encodage dans le cadastre à partir de cette année, s'ils devaient bien encoder les mêmes données que les autres types de services, notamment le pourcentage belge et les heures inconfortables. Alors, au niveau des SAFAE, évidemment, on n'utilisera pas toutes les informations. Maintenant, depuis toujours, vous utilisez un fichier Excel duquel on a beaucoup de mal à extraire les données et en fait, finalement, vous encodiez dans votre fichier Excel déjà toutes ces informations-là, en dehors peut-être du pourcentage belge. Donc, l'encodage pour vous cette année, ce sera également à partir de l'année 2022. Donc, le fichier Excel ne sera plus utilisé cette année, en tout cas en ce qui concerne les travailleurs. Pour les non-bénéficiaires, c'est encore en cours de consolidation au niveau de la direction de l'hébergement. Mais en tout cas, oui, vous allez devoir l'utiliser chaque année et vous allez devoir vous conformer à tous les champs obligatoires. Donc, on vous demande effectivement de jouer le jeu et d'encoder tous les champs, exactement comme les services agréés subventionnés. Finalement, il y a quand même peu de champs que vous ne nous transmettiez pas auparavant. Donc en soi, c'est pour ça qu'on a fait le choix de vous permettre de participer également à cette récolte via le formulaire, parce qu'en soi, je pense que même pour vous, en termes de traitement, il sera plus facile, peut-être pas la première année, mais les années suivantes, il sera plus facile de compléter ce document-là. Ok, alors concernant l'ancienneté, je ne sais plus s'il y avait possibilité ou pas de visionner l'ancienneté moyenne du service avant clôture du cadastre. Oui, le rapport qui contient l'information sur l'ancienneté est téléchargeable à n'importe quel moment. Vous pouvez encoder un travailleur, télécharger, un travailleur, télécharger, un travailleur, télécharger. Ça téléchargera systématiquement des nouveaux rapports, mais ce seront des rapports qui sont vraiment intermédiaires et qui sont juste à votre destination, qui seront juste utiles pour vous. Mais nous, on ne reprendra évidemment pas ces données-là et on ne commencera à traiter les données que quand elles sont définitivement clôturées. C'est ça, donc pour visionner l'ancienneté moyenne en cours d'encodage, il n'y a pas d'informations qui sera affichée à l'écran. Il faudrait que vous passiez par les rapports. Et à ce moment-là, il y aura un recalcul qui sera effectué par l'application C'est ça. en backup. Donc, il n'y a plus l'information en direct qui se calcule comme c'était le cas auparavant dans l'ancienne application. C'est le seul avantage qu'on a perdu, je pense, en changeant d'application, c'est que ce calcul n'est plus mis à jour à chaque encodage de contrat. Alors, il y avait une autre question concernant les travailleurs qui sont sous régime de travail 40 heures semaine. Donc, auparavant, c'était converti en 38 heures semaine. Pour moi, ça reste toujours en 38 heures semaine. Je ne pense pas qu'il y ait de possibilité Non, autrement. il n'y a pas de possibilité de changer. Alors, c'est vrai qu'on demande dans le premier onglet sur les informations du travail du service, on demande le régime horaire, mais ça reste quand même du 38 heures semaine et toute la déclaration doit être faite sur base de 38 heures semaine. Ok. Il y avait aussi une précision, donc, mais ça, tu as répondu pendant la présentation. Donc, par rapport au statut RCDT, le régime horaire à déclarer pour les travailleurs qui ont plus de 55 ans est bien le régime horaire avant RCDT. Donc, un 38 heures restera encodé en 38 heures. Et donc, on passera par le statut intermédiaire pour le décompte là des heures rémunérées,
mais en régime horaire. Donc c'est la même chose que pour, on parlait des mi-temps médicaux, des plans tandem. On reste sur le régime horaire contractuel quelque part à encoder dans l'application. C'était Oui. juste pour la précision. Je regarde un petit peu ce qui est encore arrivé. On demandait aussi des précisions par rapport au calcul, on en a parlé, mais comment sera calculé le pourcentage APE? Si on peut peut-être Alors, expliquer. ouais, le pourcentage APE, je vais peut-être reprendre l'exemple à l'écran ici. Donc, le pourcentage APE, vous avez d'une part l'enveloppe que vous percevez, APE, et les charges pour tous les travailleurs que vous déclarez APE. Donc, ça veut dire que, quelque part, dans la plupart des cas, je pense, vos charges seront supérieures à l'enveloppe, puisque le Forum vous conseille de toute façon de rester... de déclarer plus de travailleurs que le nécessaire pour être sûr de justifier votre enveloppe. Et donc, dans ce cadre-là, nous, en ayant l'enveloppe APE et les charges des travailleurs APE, on va pouvoir vérifier quel est le pourcentage de couverture, le pourcentage non couvert par la subvention. Donc ici, par exemple, à 60 300 sur 65 700, eh bien, on a quelque part, on peut dire qu'il y a 5 400 heures, 5 400 € qui ne sont pas couverts par la subvention, et donc que ça veut dire qu'on pourrait prendre l'équivalent en pourcentage de 5 400 € comme dans le cadre du calcul de l'ancienneté moyenne. Et donc, en fait, on reprend simplement le pourcentage non couvert, et c'est ce pourcentage d'ancienneté qu'on reprend ensuite dans nos calculs. Je ne sais pas si c'est plus clair. J'espère en tout cas. Par rapport au service SAFAE, personne demandait s'ils allaient recevoir de nouveaux identifiants. Normalement, non, puisqu'ils ont reçu leurs identifiants lorsqu'ils ont dû compléter leur contrat d'objectif. Donc, il n'y a pas a priori de raison qu'ils reçoivent un nouvel identifiant. Chantal, tu peux me confirmer ça, que tous les SAFAE ont bien eu un EE pour un identifiant? Pour le dépôt du contrat d'objectif. OK. Donc non, pas de nouveaux identifiants. OK. Par rapport, il y a une question aussi, de nouveau par rapport au RCDT qui apparemment pose beaucoup de questions. Dans le cas d'une auto-embauche, donc certains demandent qu'en sera-t-il de l'encodage à réaliser dans le cadastre pour, par exemple, un directeur qui ne pourrait réduire son temps de travail concrètement, en fait. Alors, dans ce cas-là, en fait, vous allez devoir encoder 3 lignes RCDT. Mais c'est dommage que je n'ai pas su vous montrer le statut lié aux heures non prestées. Mais en fait, donc, vous allez avoir 3 lignes à encoder. La ligne avec le contrat ordinaire, donc le statut contrat ordinaire pour toutes les heures qui ont été prestées, pas dans le cadre de l'auto-embauche, justement. Ensuite, vous allez avoir une ligne avec le remplacement RCDT, donc c'est-à-dire là, c'est dans cette ligne-là que vous allez encoder les heures d'auto-embauche, puisqu'il fait sa propre embauche compensatoire, donc du coup, il est son remplaçant. Donc c'est le remplaçant RCDT, vous pouvez l'encoder sur cette ligne-là. Et alors ensuite, les heures non prestées, donc les heures auxquelles il a droit normalement dans le cadre de la RCDT, eh bien, vous devez les encoder aussi sur base, du coup, cette fois-ci, du statut RCDT, heures non prestées, puisqu'il les preste, mais elles sont prestées, donc elles doivent être utilisées dans le cadre du calcul de l'ancienneté moyenne, mais par contre, le seul moyen de les faire valoir dans le cadre du calcul de l'ancienneté moyenne, c'est de créer cette troisième ligne heures non prestées, puisque par ailleurs, les heures prestées, elles vont être, ne sont pas utilisées dans le cadre de l'ancienneté. Les heures de remplacement ne sont pas utilisées dans le cadre de l'ancienneté, puisque elles sont couvertes via l'enveloppe RCTD. Donc,
Donc, ça explique pourquoi il devrait y avoir 3 lignes. Et ça veut dire aussi que pour ces travailleurs-là qui réalisent leur propre embauche, quand on sommera leurs heures rémunérées, eh bien, on arrivera à un total qui sera supérieur à 1983. Dans les faits, non. A priori, à partir d'un certain moment, on aura l'occasion de faire des modifications dans les rapports pour ne pas les prendre en considération, puisque ce ne sont pas des heures réellement prestées. Donc, on devra, de toute façon, à un moment donné, on les supprimera du calcul, mais dans un premier temps, pour l'instant, quand vous ferez une somme, elles seront dedans. Voilà pour l'auto-embauche. Alors, quelques questions aussi par rapport aux charges APE. Donc, certains se demandaient que comptabiliser dans les charges APE, mais je pense que ça, on communiquera peut-être via la circulaire tous les postes qui seront à reprendre, non? Oui, on communiquera via la circulaire, mais en gros, ce sont toutes les charges que vous déclarez à la RNSS et qui vous permettent de justifier de l'enveloppe. Donc, on sait qu'il y a une justification de l'enveloppe en 2 temps et que vous avez la possibilité de rajouter, dans un deuxième temps, de rajouter peut-être tout ce qui est assurance loi ou avantages extra-légaux que vous octroyez pour venir justifier l'enveloppe APE si vous n'arrivez pas à la justifier. Mais dans tous les cas, en fait, avec vos charges, avec vos charges de base, si vous n'arrivez pas à justifier l'enveloppe, c'est qu'on doit reprendre 0% d'ancienneté. Et donc, en fait, on n'a pas besoin, nous, d'aller plus loin. Ce sont les charges que vous déclarez à l'ONSS qui doivent être utilisées dans le cadre de la récolte qu'on demande des charges pour les travailleurs APE. Alors, il y avait une autre question qui vient d'arriver. Donc, doit-on bien encoder sous un onglet spécifique les heures octroyées avec la subvention NM 21-24 pour améliorer les conditions de travail? Ça, il me semble qu'il y avait, il y avait pas un statut qui était prévu à ce niveau-là? J'ai pas compris la question. Donc, c'était par rapport à pas la mesure RCDT, mais à l'autre mesure ANM 21-24 pour Oui. l'embauche, Oui. comment dire, les ETP Celle de supplémentaires. 2021. C'est ça, Oui, oui. oui. Il y a un statut lié à cette subvention-là qui s'appelle ANM 21-24, renforcement de l'encadrement. C'est d'ailleurs le même statut qui doit être utilisé pour le secteur public. Renforcement de l'encadrement. Alors, pas mal de questions aussi. Est-ce que par rapport à la date limite d'encodage, donc on est parti actuellement sur le 31 mars. Certains demandaient si l'encodage était toujours bien effectué pour cette date. Oui. À l'heure actuelle, on ne change pas, on ne modifie pas, parce que généralement, de toute façon, les encodages dans le cadastre ne commencent jamais avant le 1er février, puisqu'il faut le temps de récolter les données de l'année écoulée pour pouvoir encoder. Et donc pour l'instant, on n'a pas souhaité changer la date parce qu'on sait que des grosses charges financières sont supportées par les services dans le courant du mois de mai, et on essaye toujours de payer les avances sur ancienneté des services pour lesquels on peut la payer avant le mois de mai. Donc on a besoin des informations. On ne peut pas se permettre de repousser la date trop tard pour éviter justement que le service ne soit pas payé. Je regarde un petit peu ce qui est arrivé. On est d'accord par rapport au contrat étudiant, donc ça c'est toujours bien à renseigner dans le cadastre? Oui, toujours sous contrat étudiant. Mais donc il reste quand même pas mal de questions par rapport au RCDT, mais je pense que par rapport à ces questions plus spécifiques, parce que ça peut partir sur beaucoup de cas différents, on va pas savoir répondre à toutes les questions RCDT aujourd'hui, mais de toute façon, on précisera quand même à nouveau dans la circulaire, peut-être les différents cas de figure, mais si c'est des cas très spécifiques, alors je vous invite à nous envoyer un mail, soit à madame Mabi, soit à moi-même ou aux 2, et on y répondra le plus rapidement possible parce que il peut y avoir énormément de cas de figure différents. Donc il y a toujours la CCT dans laquelle vous retrouverez pas mal de réponses, mais en ce qui concerne la VIC, donc plus spécifiquement le remplacement de ces heures, et ça, s'il y a des questions vraiment spécifiques, on y répondra peut-être ultérieurement, en partie dans la circulaire et en partie par email ou par téléphone si vous le souhaitez. Alors, est-ce qu'il y aura une publication également des statuts, des différents statuts, différentes fonctions du cadastre?
Oui, ça se retrouvera en fait dans le fichier Excel qui sera disponible en téléchargement. Il y a normalement, j'ai voulu vous montrer tantôt, mais malheureusement, j'ai pris un ancien rapport et ça avait été supprimé. Mais normalement, il y a un onglet valeurs et dans cet onglet valeurs, vous retrouvez toutes les valeurs qui sont utilisées dans les différents champs avec la façon exacte dont ils doivent être écrits pour passer et pour pouvoir être accepté lors de l'import du fichier Excel. Donc effectivement, c'est une donnée très importante et elle sera bien disponible pour chaque champ. Vous pourrez avoir exactement ce qui se cache derrière chaque champ et chaque liste. Est-ce que par rapport au pourcentage ancienneté et par statut, est-ce qu'on les communiquera par ce canal également? Certains services Quelle demandaient. question? J'ai pas Peut-on compris. retrouver tous les pourcentages ancienneté et normes par statut sur la plateforme? Pour l'instant, c'est pas prévu. Nous, on les a communiqués à notre service informatique pour qu'ils puissent effectuer tous les calculs de rigueur, mais c'est pas prévu à l'heure actuelle. Maintenant, on pourrait envisager de mettre sur le site internet de l'agence, dans la rubrique professionnelle, on pourrait envisager de mettre tous les paramètres de calcul. Les statuts, pour l'instant, ben, les pourcentages sont repris dans la circulaire en lien avec les normes d'encadrement. Donc vous y avez déjà accès par là. Par ailleurs, l'ancien cadastre reste toujours disponible et les statuts qui existaient avant sont toujours, les pourcentages sont toujours là. Et on fera en sorte de les publier sur le site internet pour que vous y ayez accès, oui. Merci. Alors certains demandent quand sera publiée la circulaire. Mais donc ici, par rapport à la circulaire, on va essayer de vous l'envoyer le plus rapidement possible. Il y a pas encore de date qui a été définie, mais je pense que d'ici une semaine ou deux, on doit être en capacité de vous l'envoyer. Et on essaiera de mettre effectivement, comme vous le demandez, peut-être l'un ou l'autre exemple, notamment par rapport aux charges APE et par rapport au RCDT. Par rapport à l'encodage dans Plasma, on me demande s'il est possible d'encoder qu'une personne non belge encode. Parce que par rapport à la plateforme It's Me, c'est pas possible. Alors ça, moi je ne sais pas répondre, c'est une question pour Florentin, ça. Je peux répondre. Pour l'instant, c'est pas prévu qu'une personne française puisse se connecter à la plateforme parce qu'il faut absolument avoir une carte d'identité. Donc, soit demander à une autre personne qui a une carte d'identité d'encoder, mais pour l'instant, on ne peut pas se connecter avec une carte d'identité française. C'est pas prévu en tout cas. Ok. Alors par rapport au SAFAE, donc j'ai eu plusieurs questions. Donc le cadastre est bien à remplir pour les travailleurs du service. Par contre, pour les bénéficiaires que vous recevez dans le service, ça reste bien l'ancienne, la méthode actuelle. Donc vous avez un fichier Excel, je crois, à transmettre à Madame Paquet. Malheureusement, elle a dû nous quitter pour une autre réunion, mais elle m'a dit de vous dire que si vous aviez des questions par rapport à ça, vous pouvez lui envoyer un mail directement. Mais en tout cas, pour les travailleurs, ça sera dans ce cadastre, ce nouveau cadastre, et pour les bénéficiaires, ça sera bien, ça restera le fichier Excel à lui transmettre. Alors, je vois dans les questions ici, aurons-nous une adresse mail ou un numéro de téléphone pour une question pouvant survenir lors de l'encodage? Monsieur Mlakar et moi-même restons disponibles durant toute la période d'encodage et le plus possible en fonction de nos agendas, évidemment. Donc, je pense que Monsieur Mlakar est toujours plus disponible que moi si c'est par téléphone. Par mail, on essaye de répondre dans des délais raisonnables. Si ce sont des questions plutôt liées à Plasma en tant que tel, et donc pas des questions liées à l'encodage des données, mais plutôt à comment arriver sur Plasma, j'arrive pas à me connecter, à ce moment-là, c'est la helpline, c'est le numéro qui se trouvait auparavant sur les courriers, qui se retrouvera encore cette année sur les courriers. Mais si c'est des questions plutôt en lien avec l'encodage et ce que vous devez mettre comme information, alors vous pouvez nous contacter. Alors, petite précision, parce que j'ai vu plusieurs fois la question. Donc, par rapport au point concernant le NIS encodé,
du travailleur remplacé, ça concerne bien uniquement les services SAC, donc les services d'accompagnement, et pas les autres types de services. Donc c'est bien précisé dans l'application, mais c'est une comment dire, c'est une disposition qui n'existe que dans l'arrêté du gouvernement wallon concernant les services d'accompagnement. Et donc ce n'est pas pour les autres, pour les services résidentiels, pour les services d'accueil, c'est uniquement pour les services d'accompagnement. Par rapport à l'enveloppe APE, il y avait aussi des questions, on y avait en partie répondu, mais donc lors de l'encodage, est-ce que les charges d'une entité administrative sont bien à répartir par matricule dans l'encodage du cadastre? Ça, c'est à vous de voir. Le choix vous est laissé. Soit vous décidez de répartir de manière identique sur tous vos agréments, soit vous décidez, parce que vous avez des bonnes raisons de faire comme ça, de répartir par service. Et donc, en fait, là, vous devrez déterminer le nombre les travailleurs qui sont identifiés sur un service par rapport à l'autre. Et donc, vous devrez scinder votre enveloppe APE en fonction de cette information-là. Si vous avez 80% de votre personnel qui est sur le MH 999, eh bien alors, vous pouvez prendre 80% de votre enveloppe sur le MH 999 et mettre les 20% restants sur le SAC parce que vous n'avez que 20% de votre personnel sur le SAC. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Sachez que, quel que soit le choix que vous décidez de faire, vous devrez sans doute le justifier auprès de vos auditeurs financiers, puisque les auditeurs financiers vont aussi avoir accès à cette application et donc pourront vous demander lors de leur contrôle pourquoi avoir choisi de déclarer comme ça ou de telle façon les données. Donc voilà. Mais vous avez vraiment le choix. Le choix vous est laissé pour ne pas vous coincer, puisque auparavant, vous renseigniez vos travailleurs sur un service. Et donc, du coup, avec les points APE qu'il avait, c'était uniquement sur un service. Donc, il n'y avait pas de raison qu'ici, on soit au global de l'entité d'évaluation, alors qu'auparavant, c'était par service. Alors, par rapport à l'encodage en tant que tel, certains demandent s'il est possible de travailler à plusieurs sur l'application en même temps. De nouveau, une question pour Florentin. Oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez travailler à plusieurs tant que vous ne modifiez pas en même temps les mêmes informations, sinon vous ne saurez plus savoir qui a modifié quoi. Mais vous pouvez avoir plusieurs accès sur le même formulaire et le compléter au fil de la journée, il n'y a pas de problème là-dessus. Certains demandaient un résumé des questions-réponses, mais ça, je ne pense pas que... Nous, moi, je peux compiler, j'ai noté de toute façon les questions les plus fréquentes et ça pourra faire partie, par exemple, d'une rubrique dans la circulaire. Après, la vidéo sera consultable par la suite, de toute façon. Oui, il y a un lien qui sera mis également dans le guide utilisateur et qui renverra vers YouTube pour revoir la vidéo. Donc, la vidéo sera mise sur YouTube pendant longtemps. Probablement que plus tard, on essayera également de faire des petites capsules vidéo comme on l'avait fait l'année dernière avec l'ancien cadastre. Mais voilà, tout ça doit encore se construire. C'est tout nouveau. Donc, on espère que l'encodage de cette année se passera bien et que nous ne serons pas confrontés à des gros soucis. Donc, voilà. On améliorera au fur et à mesure des années. Ok, merci. Et les questions qui revenaient aussi, mais bon, ça concernait déjà l'ancien cadastre. Quand certains travailleurs tombent en maladie longue durée ou en tout cas tombent sur des périodes non rémunérées, congés pour cause de longue maladie ou congés de maternité, est-ce que les contrats peuvent continuer de courir dans le cadastre, ou bien est-ce qu'il faut mettre fin au contrat et réencoder la personne par la suite? De manière générale, les contrats peuvent continuer à courir du moment que ça a du sens d'encore les faire courir et simplement de mettre 0 heures rémunérées dedans, comme on le faisait déjà dans l'ancien cadastre. Maintenant, si vous savez que c'est une personne qui n'est plus là depuis 5 ans, qu'elle ne reviendra pas, alors ne la mettez pas, parce que là il y a quand même, il pourrait y avoir
Enfin, ça pourrait avoir des répercussions, notamment de nouveau sur cette fameuse RCDT, puisque si vous encodez le travailleur qu'il a droit, ben, il y a droit, mais il n'est pas là, donc il ne sera pas remplacé. Donc ça viendrait gonfler les ETP auxquels vous pouvez prétendre inutilement, puisque de toute façon, vous ne pourrez pas le remplacer puisqu'il n'est pas présent. Donc dans ce cas-là, alors autant ne pas le mettre. Ça va vraiment dépendre des situations. Si c'est une absence de quelques mois, si vous savez que c'est un congé de maternité, où du coup, comment la personne est écartée et donc elle n'est plus là pendant 1 an et demi, mais qu'elle va revenir, ben alors à ce moment-là, il n'y a aucun souci, vous pouvez la laisser. Alors, il y avait aussi la question du paiement des primes RCTT dues pour 2022. Mais donc là, c'est le même cas, enfin, je me permets de répondre, c'est le même cas que pour le directeur en quelque sorte. Donc à ce moment-là, la personne aura quand même presté l'ensemble de son temps de travail. Et donc c'est un encodage en 3 lignes avec une ligne pour le contrat de base, une ligne pour les heures RCDT et une ligne pour l'auto-embauche à renseigner dans le cadastre. Alors pour les prestataires, également, je voyais qu'il y a des questions par rapport aux prestataires extérieurs. Que peut-on mettre dans les prestataires, dans les autres prestataires? Est-ce qu'un réviseur peut être encodé? Est-ce qu'un comptable peut être encodé? Les formations? Alors non, enfin, tout dépend de ce que vous voulez encoder. Tout le monde ne doit pas être encodé. Vous devez encoder comme prestataire extérieur toutes les personnes que vous pourriez engager sous contrat de travail au sein de l'entreprise. Et donc, évidemment, un comptable, ben, vous pouvez l'encoder. Une société comptable, vous pouvez l'encoder parce que vous seriez sujet à l'engager au sein de l'entreprise. Par contre, un réviseur d'entreprise, ben, vous n'allez jamais engager un réviseur d'entreprise. Donc, non. Un avocat, non, parce que vous allez faire appel à un avocat pour l'un ou l'autre l'un ou l'autre problème que vous rencontrez, mais vous n'allez jamais engager un avocat à temps plein pour travailler dans votre service. Et ce n'est pas du personnel repris dans la réglementation et ni même dans le personnel reconnu au sein de la 319. Donc, de manière générale, tout ce qui est reconnu dans la 319 et qui n'est pas engagé directement par les liens du travail pour lequel vous demandez un extérieur, enfin, vous demandez du personnel extérieur, mais vous pouvez l'encoder. Mais tout ce qui n'est pas dans la 319, vous ne pouvez pas l'encoder. La médecine du travail ne doit pas être encodée. Réviseur d'entreprise, pas encodé non plus. Je lisais tout à l'heure d'ailleurs par rapport à cette question-là qu'il y avait une question sur les intérimaires que j'ai vu passer. Ben, ça, de nouveau, ça va dépendre du type de contrat. Si c'est un intérimaire, infirmier ou éducateur ou peu importe, alors oui, vous pouvez tout à fait l'encoder. Mais si c'est un intérimaire d'une fonction que vous n'engageriez pas, enfin que vous n'avez pas à engager habituellement pour les missions qui vous sont confiées, alors à ce moment-là, vous ne pouvez pas l'encoder. Peut-être un point aussi sur les heures inconfortables. Il y avait quelques questions par rapport à ça. Comment sont réparties les heures inconfortables? Mais elles seront réparties au prorata des heures rémunérées du travailleur sur chacun des services. Donc, si vous avez un service si vous avez un travailleur, vous déclarez des heures inconfortables une seule fois, puisque c'est comme ça que c'est prévu maintenant. Dans la partie agrément, vous avez coché que 2 de vos services faisaient il y avait des heures inconfortables prestées dans 2 de vos services, et bien du coup, si des heures sont renseignées pour les 2 services au niveau du travailleur, les heures inconfortables seront réparties proportionnellement aux heures rémunérées déclarées dans chacun des services. Mais tout ça, c'est peut-être des choses qu'on pourrait mettre comme exemple dans le document qu'on finalise et qu'on vous enverra. Hein, parce que c'est vrai que c'est des cas précis où c'est quand même plus pratique d'avoir un exemple. Je pense autant ça que la RCTT, parce que je voyais encore pas mal de questions concernant la réexplication de l'encodage en 3 lignes pour les cas d'auto-embauche. Je pense que le plus simple, ça serait quand même de vous l'écrire avec des exemples peut-être concrets dans la circulaire, que vous puissiez vous pencher là-dessus de manière posée.
parce que il y a autant de cas de figure qu'il y a de services, donc c'est vrai que je pense que par écrit, ça sera le plus parlant pour tout le monde. Oui, je pense aussi. D'ailleurs, par contre, la dernière question là, me pose question, celle du chèvrefeuille qui dit, vous dites une ligne pour l'auto-embauche, mais l'auto-embauche donne automatiquement droit à des RCTT. N'oubliez pas quand même que l'auto-embauche, c'est normalement pas automatique. Ça a été, c'est autorisé par la CCT en 2022 parce que la mesure a été mise en œuvre tardivement. C'est autorisé pour certains personnels. Certaines personnes occupant des fonctions pour lesquelles il n'est pas possible de faire autrement ou pour les personnes de confiance, mais ce n'est pas autorisé pour tout le monde et dans n'importe quel cas. Le travailleur, comme il est cité là, il me semble que vous parlez d'un ouvrier qui travaille à 19 heures semaine, qui a droit à 3 heures et qui garde ces 3 heures. Ça, c'est pas du tout autorisé. La CCT, en tout cas, n'est pas du tout sur ce principe-là. Elle est bien sur le principe qu'il réduit de 3 heures son temps de travail et que les 3 heures doivent être données à quelqu'un d'autre et ce n'est en aucun cas de l'embauche compensatoire, de l'auto-embauche dans ce cadre-là. Alors les heures inconfortables pour les SAFE, SA encodé, mais oui. Ben non, enfin, Non. ça faisait partie des choses que vous n'encodiez pas, donc c'est laissé à votre appréciation. Il n'y a pas d'heures payées pour vous derrière, il n'y a pas il y a aucune subvention, donc c'est à vous de voir. Je ne C'est souhaite pas pas obligatoire vous, en tout cas. Oui. voilà, c'est pas obligatoire et je ne souhaite pas vous obliger à les encoder si je n'en ferai rien. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Alors, la dernière question, peut-être, comment obtenez-vous 30h24 pour un 4/5e et non 30h40? Parce que on ne parle pas en horaire, en centième, mais en heures prestées. Donc, en heures prestées, quelqu'un qui travaille à 30 heures, qui travaille à 4/5e va prester 30h24 et pas 30h40. Puisque 30h40, c'est sur une base de centième. C'est 30 heures et 40 centièmes d'heure. Que 30h24, c'est 30 heures et 24 minutes. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ça fait 2 heures. Ce sera déjà une bonne vidéo pour celui qui osera se prêter à l'exercice de revoir toute la présentation. Donc, je vous remercie pour votre écoute. On reste disponible. Donc, les documents vont arriver. On fait de notre mieux pour vous les délivrer dans un délai raisonnable. N'hésitez pas à déjà essayer de vous connecter. Vous avez vos identifiants, vous avez normalement vos mots de passe puisque l'accès à Plasma, c'est la même chose que ce que vous avez déjà fait, vous avez déjà réalisé dans le cadre des contrats d'objectifs et aussi dans le cas des comptes annuels, puisque c'est aussi une application qui vient de Plasma. Donc, n'hésitez pas à déjà vous connecter, à voir un peu à prendre en main l'application, à compléter ce que vous savez déjà compléter. Et nous, on arrive avec le reste, on vous envoie ça le plus rapidement possible dans la semaine qui suit, j'espère. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi à tous et un excellent week-end.